Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 18 décembre 2022. Dans 3 semaines, près de 7 millions d'électeurs seront appelés à choisir ceux qui vont représenter le peuple à l'Assemblée nationale. En attendant l'ouverture officielle de la campagne, les partis politiques présentent leurs candidats aux populations de leurs bases respectives. Par ailleurs, des actions de paix se multiplient sur le terrain. La Fondation Malairoso est en tournée dans le pays pour inviter les citoyens à préserver la paix en cette période électorale. Le président de la Fondation vient nous expliquer le bien fondé de cette action. Malgré son importance pour la sécurité des personnes qui travaillent sur les chantiers, le secteur de l'hygiène, la sécurité et l'environnement peinent à s'installer au Bénin. Pourtant, des efforts sont faits pour attirer l'attention des entrepreneurs et gouvernants sur la nécessité de protéger les ouvriers afin d'éviter les accidents de travail. Alors pourquoi cette réticence et quelles sont les approches de solutions pour que ce système s'installe véritablement au Bénin? Élément de réponse à suivre avec Carlos Aouian. Il est spécialiste en hygiène, sécurité et environnement. Le fils du pays est notre artiste de la semaine. Nicanor est en tournée dans les différentes localités du pays. Il boucle donc la première phase de cette sortie de contact avec ses fans par un concert live à Cotonou. Le rendez-vous, c'est le dimanche 25 décembre prochain, ici même à Cotonou. Sur ce plateau, il nous donnera toutes les précisions sur l'événement. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand ils sont 13h. Alors si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité, au Bénin, le parti Mouvement Populaire de Libération investit officiellement ses candidats aux élections législatives. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce samedi. On en parle dans un instant. On parlera également de la mise en service du bureau de l'UNICEF dans la ville de Natitengu. Un projet qui vise à rapprocher cette organisation de ses cibles. La cérémonie d'inauguration a été présidée par la représentante de l'UNICEF au Bénin. Images et reportages à suivre. À suivre également le compte-rendu de la cérémonie qui a consacré la sortie officielle de la 44e promotion des médecins de la faculté des sciences de la santé et de la 18e promotion des pharmaciens. Ils ont prêté serment ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. On démarre le grand format avec le journal Investiture des candidats du parti Mouvement Populaire de Libération pour donc, les élections législatives du dimanche 8 janvier prochain. Pour sa première participation à ces élections, le MPL entend faire son entrée à l'Assemblée nationale. Au total, 118 candidats ont été investis. Reportage. Les 218 candidats du parti Mouvement Populaire de Libération sont en ordre de bataille. Le parti a procédé à leur présentation à ses militants. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance des grands jours. Pour le parti MPL, c'est une étape importante qui vient d'être franchie. Nous outiller dans la perspective de renverser la maldonne qui gangrène notre chère patrie commune. Le Bénin qui, pour le moment, ne se porte bien que sur papier. Car les statistiques actuelles sont fort louables, mais la réalité laisse à désirer. Le parti MPL, qui fait sa première participation à une compétition électorale, entend changer de cap. Nous ne voulons que bâtir un autre Bénin dans lequel il fera bon vivre, dans lequel personne n'écoupera plus de peine pour ses opinions politiques, où ne sera dans la hantise de voir restreindre ses droits et libertés, dans lequel les résistants ne seront guère contraints à l'exil, dans lequel notre justice sera impartiale, dans lequel le pouvoir d'achat prendrait du pas sur toutes les formes d'inflation, dans lequel tous les partis politiques pourraient démocratiquement s'affronter à armes égales, dans lequel nous retrouverons le goût et la vertu du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale, dans lequel aucun député ne sera à la solde de l'exécutif. Décidé à aller au bout, dans cette lutte, le parti du Mouvement Populaire de Libération peut encore et toujours compter sur son président d'honneur. Les gens vous demanderont, oui, pourquoi vous êtes candidat pour la nouvelle législature? Dites-leur que la 8e n'a pas existé, qu'il n'y a eu que des usurpateurs. Le 8 janvier, il y aura du 1 contre 6.
Le 8 janvier, il y aura du 1 contre 3 paires. Je vous explique. Le 8 janvier, nous aurons en face de nous 2 partis officiellement reconnus étant comme les partis du chef de l'État. Oui ou non? Oui. Il y a 2 appendices qui se réclament comme tels. Oui ou non? Oui. Je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Maintenant, il y a 2 autres là qui ont le même père aussi. Ce parti qui a dirigé notre pays pendant 10 ans. Mais à côté d'eux, il y a une autre force qui est née. Oui ou non? Oui. Il y a un singleton là qu'on sous-estime, accepté qu'on vous sous-estime. Le singleton qu'on sous-estime, c'est lui qui fait l'histoire après. Quand on regarde à gauche, on ne voit personne. Quand on regarde à droite, on ne voit personne. Quand on regarde devant, il n'y a personne. Quand on regarde derrière, il n'y a personne. Mais je crois que nous avons Dieu et celui qui a Dieu a tout gagné. Ils sont plus que jamais convaincus qu'avec leur parti, c'est une révolution certaine qui se pointe à l'horizon. Et pendant ce temps, les 4 communes de la Basse-Vallée ont tenu vendredi leur assemblée générale en vue de la création de leur association. À cet effet, un atelier technique a permis la mise en conformité de la communauté de communes de la Basse-Vallée de Louémé avec le code de l'administration territoriale. Les travaux se sont déroulés dans la commune des Aguégués. Reportage. La création de l'association des communes de la Basse-Vallée de Louémé n'est plus à l'étape de projet. Les 4 communes concernées, Dangbo, Bonou, Adjohon et les Aguégués, accélèrent depuis quelques semaines les travaux. Aujourd'hui, c'est l'étape de la mise en conformité de la communauté de communes de la Basse-Vallée de Louémé avec le code de l'administration territoriale. La procédure, elle est longue. Elle doit prendre par la préfecture, aller au ministère de l'Intérieur, être présentée en conseil des ministres. Et ça n'a pas été facile, mais ils ont travaillé. La réforme dans le secteur de la décentralisation a rattrapé le circuit, les documents dans le circuit. Et donc, l'atelier de ce jour, c'est pour faire cette conformité. Qu'est-ce qui est nouveau que le code de l'administration territoriale veut? Nous allons pouvoir intégrer tout ce qui est nouveau qu'il faut mettre pour que les documents soient maintenant conformes à la nouvelle législation. À cette rencontre technique, les participants ont amendé et validé les statuts et règlements intérieurs devant régir le fonctionnement de l'association des communes de la Basse-Vallée de Louémé. Ils ont aussi et surtout élaboré une feuille de route pour la création du creuset. Si les maires des 4 communes ont associé toutes les forces vives des différentes localités concernées, ceux-ci n'entendent pas lésiner sur leur disponibilité pour accompagner les démarches en cours. Je sais que la vallée de Louémé, les 4 communes de la Basse-Vallée de Louémé regorgent de potentialité. Ce qui a manqué jusque-là, c'est la conjugaison des forces. Et cela est en train d'être réalisé. Et je souhaite vivement, au nom du préfet, qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Tout le monde est déjà engagé là-dessus, sur la question. Je ne peux que vous remercier et vous demander de nous accompagner à ce que nous puissions continuer ce que nous avons poursuivi. Accompagner messieurs les maires, accompagner les SE, et nous également, nous allons nous rendre toujours disponibles pour que nous puissions aboutir à l'objectif final. À cette étape, le processus de création de l'association des communes de la Basse-Vallée de Louémé est presque achevé. Et déjà, les 4 communes d'Angbo, Bonou, Adjohon et les Aguégués pensent à la révélation de la localité. De son côté, l'Association nationale des communes du Bénin poursuit sa tournée de remise de vivres, de kits scolaires et de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du Bénin. La mission démarrée par le Septentrion a conduit la délégation de l'ANCB dans le département du Zou. Kové, Zanyanado, Zogbodomé et Wenyi ont reçu la visite du président Luc Setondié Atropo et sa suite. Reportage Imet Elena Moussou. Assistance de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, aux localités touchées par les dernières inondations. La campagne de distribution entamée il y a quelques semaines se poursuit. Dans le Zou, ce jeudi, la délégation conduite par Luc Atropo a parcouru plusieurs villes, à Kové, Zogbodomé, Zanyanado et Wenri. Des lots de vivres et de produits de première nécessité ont été offerts aux populations. Les apprenants, quant à eux, ont eu droit à des kits scolaires. Vous avez vu juste, en venant appuyer aujourd'hui ces petits-enfants pour une meilleure prise en charge au niveau de les différentes écoles.
Je voudrais vous saluer, vous remercier pour ce geste et vous exprimer combien de fois nous sommes contents pour cet appui. Votre passage a pu trouver le juste milieu pour que et élus, détenteurs du pouvoir politique et cadres techniques puissent travailler en harmonie pour le développement de nos différentes cités. À chaque étape, outre les kits scolaires, les lots remis sont composés de moustiquaires imprégnés, des cartons de savon, mais aussi de vivres. Le geste vise non seulement à compatir aux douleurs des sinistrés, mais également à soulager un tant soit peu leur peine. De l'idée à la concrétisation d'une telle initiative, la NCB a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, dont le gouvernement de la République du Bénin. À tous, les autorités des différentes communes n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Nous ne saurions jamais assez dire merci, Monsieur le Président. Et comme nous sommes à Zanyanando, au pays à Gonli, c'est les membres de nos ancêtres qui se chargeront de rendre au centuple tout ce que nos donateurs nous ont apporté aujourd'hui pour nous soulager. Celui qui pense donner quelque chose à ses frères, à ses amis, en cas de difficulté, il nous manque de mots pour l'apprécier. Nous vous disons vraiment merci. Et vous prions de continuer à faire les démarches pour que les autres structures vous emboîtent les pas. Pour le président de l'ANCB, face aux dégâts causés par les eaux, nul ne saurait rester insensible, quoique insuffisant. Les lots distribués vont permettre de combler quelques besoins les plus urgents et les maires des communes sillonnées doivent faire le nécessaire quant à la répartition. Ils doivent jouer leur rôle pour le bien-être social de leurs administrés. Nous avons profité aussi pour rappeler aux maires la partition que le gouvernement a jouée dans ces moments difficiles. Nous avons remercié le chef de l'État et son gouvernement. Nous avons aussi remercié les partenaires qui nous ont aidés pour cette tournée, notamment l'IMF, l'ambassade de Chine, de la Turquie et beaucoup d'autres partenaires privés. Au total, 49 communes ont été touchées par les inondations sur toute l'étendue du territoire national. En vue de combler les attentes, aucun apport de quelque nature que ce soit ne sera de trop. Toutes les personnes de bonne volonté sont aussi attendues pour apporter leur contribution. Toujours dans l'actualité, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État mieux expliquée au cadre des administrations décentralisées et déconcentrées du Septentrion. Ils ont été formés sur le contenu de ce document à travers un atelier de vulgarisation organisé à leur intention par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. La séance tenue le jeudi dernier a eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Reportage. C'est par une communication détaillée que la délégation de l'Agence des systèmes d'information et du numérique a éclairé la lanterne des participants sur les objectifs, les enjeux, les champs d'application, ainsi que le cadre réglementaire de la PSSIE. Un document de politique cadre qui définit les orientations de l'État pour mieux sécuriser les systèmes d'information mis en œuvre par l'administration publique, les sociétés et entreprises étatiques. Déjà, c'est d'harmoniser une bonne pratique. Donc, quand une commune propose une plateforme, on est sûr que derrière, la plateforme offre un niveau de sécurité en vue de protéger les données et les informations de la plateforme ou bien du système. Ça, c'est un. On aura une bonne hygiène de sécurité numérique. Et enfin, cela garantit à l'usager final, d'accord, une consommation aisée. Adoptée en 2021 en Conseil des ministres, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État prend progressivement corps dans les administrations et entités publiques. Au bout de 3 années de mise en œuvre, il est attendu une conformité à 100% à l'échéance d'octobre 2024. C'est de préparer les responsables à prévoir les budgets qu'il faut pour la mise en œuvre essentiellement des take and wait, c'est-à-dire les 4 dispositions, les 4 ou 3 dispositions majeures, c'est-à-dire la nomination d'un responsable de sécurité des systèmes d'information, la prise d'une autre service qui vulgarise, qui parle de l'hygiène numérique, la déclinaison de la PSSIE en PSSI, c'est-à-dire politique de sécurité des systèmes d'information de l'entité concernée. Les participants, que sont les secrétaires exécutifs et responsables des systèmes d'information des mairies des 4 départements du Nord, les chefs des services informatiques et secrétaires généraux des préfectures, ainsi que les représentants des maires et préfets concernés, sont repartis outillés sur cette politique. Nous devons donc, chacun et tous, nous approprier ce document
de la PSSIE et de prêter main forte à sa mise en œuvre dans nos structures respectives. Et c'est une nouvelle politique dont la mise en place serait très utile pour les structures centrales déconcentrées et décentralisées de l'État. Dans un contexte de dématérialisation généralisée des services publics, la PSSIE apparaît comme un outil pour garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des systèmes d'information. L'étape de parcours de cet atelier de vulgarisation intervient après celle de l'OCOSA pour les départements du Sud et de Boycon pour les départements du Centre Bénin. Nous sommes satisfaits. Je l'ai annoncé en titre, la représentante de l'UNICEF au Bénin, accompagnée des ambassadrices connues de l'organisation, Angélique Kidjo et Zinab Habib, a procédé vendredi à l'inauguration du bureau de l'UNICEF à Nati Tengou pour le compte des départements de l'Atakora et de la Donga, une initiative qui vient rapprocher davantage cette organisation de ses cibles. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du préfet de l'Atakora, des partenaires techniques et financiers et surtout des populations des deux départements. Les précisions sont avec Régis Hippolyte Agosso. Voilà le geste de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo, qui ouvre officiellement les portes de cet immeuble qui abritera désormais le bureau de l'UNICEF à Nati Tengou. Juste quelques mois après l'annonce de ce projet, et le voici réalisé, dressé ici au quartier Kantaborifa, en face de la maison des jeunes de Nati Tengou. Il y a exactement 6 mois, nous avions émis l'idée et le souhait d'avoir une présence à Nati Tengou afin de renforcer nos interventions et nos partenariats dans les départements de l'Atakora et de la Donga. 6 mois plus tard, nous voici donc ensemble avec vous, nos plus proches partenaires et collaborateurs, réunis dans l'enceinte de notre nouveau bureau de terrain. La mission de l'UNICEF, comme vous le savez, consiste à s'assurer que chaque fille, chaque garçon puisse bénéficier de tous ces droits. Celui d'aller à l'école, celui de vivre en bonne santé et de grandir dans un environnement sûr et favorable à son épanouissement sans violence. Autorités politico-administratives et représentants des structures de lutte pour la paix ont remercié l'UNICEF pour s'être rapproché des cibles. Mon collègue et moi, assistés de tous les services déconcentrés de l'État, restons mobilisés et engagés avec vous pour l'atteinte de nos résultats communs au profit de nos enfants, des jeunes et des femmes de notre communauté. L'ouverture des bureaux de l'UNICEF est pour nous une lueur d'espoir. Si et seulement si, ce bureau se rapproche effectivement des préoccupations de tous les enfants et les hameaux et villages de nos 13 communes. En tout état de cause, nous, enfants des départements de l'Atakora et de la Donga, ferons de ce bureau notre deuxième demeure afin que nos sollicitations soient entendues pour faire de nous de vrais partenaires et de vrais citoyens de demain. Occasion pour les différents partenaires techniques et financiers intervenant dans la Takora Donga de réitérer leur volonté de toujours être aux côtés de ces départements. Avec l'arrivée de l'UNICEF, la présence du système des Nations Unies dans la Takora est renforcée d'une manière substantielle, Madame le Préfet. Mais cela nous offre aussi l'opportunité d'envisager désormais la création d'un bureau des Nations Unies à Nati Tengou afin de promouvoir une action commune et efficace. Cela fait 20 ans qu'Angélique Kidjo a commencé cette aventure avec l'UNICEF et voilà pourquoi, après ce petit panel initié au cours de cette cérémonie d'inauguration, elle a, accompagnée de sa collègue Zinab Habib, donné de la joie à l'assistance sous les bonnes mélodies de l'orchestre féminin de Nati Tengou. En cette période des fêtes de fin d'année, les marchés sont parfois inondés par les produits alimentaires impropres à la consommation. Mais l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments veille au grain. Ses équipes sont déployées sur le terrain pour le contrôle des denrées alimentaires sur les marchés et autres points de distribution. Le 11e arrondissement de Cotonou a été ciblé par la mission ce vendredi. Le point avec Ouliat Sanoussi. Port de gants par les agents contrôleurs
Répartition des équipes dans les différents rayons de cette grande surface d'achat installée à Cotonou. Ainsi démarre le contrôle conjoint de fin d'année des denrées alimentaires sur les marchés et autres points de distribution, initié chaque année par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ABSSA, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés et les associations de consommateurs. 6 équipes sont constituées dans Cotonou, je vais parler d'abord de Cotonou, pour faire le tour de tous les arrondissements afin de vérifier la qualité des produits qu'on livre aux consommateurs en cette période sensible. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la période au cours de laquelle nos distributeurs profitent pour mettre sur le marché des produits de qualité douteuse. De façon générale, ce qui est contrôlé une fois au niveau de ces points de distribution, c'est quoi? L'emballage, on contrôle l'emballage. Le délai limite de conservation est contrôlé. Le délai limite d'utilisation optimale est contrôlé. La chaîne de froid est également contrôlée. L'hygiène corporelle et la santé du personnel qui vend est également contrôlée. Les boîtes cabossées, les boîtes bombées, les boîtes rouillées, on fait ce contrôle. C'est pour garantir la santé du consommateur et s'assurer de la qualité des produits mis sur le marché en cette période de fin d'année que l'ABSSA a jugé important, avec les différentes structures, d'organiser ces contrôles des denrées mises sur le marché. Les résultats de ce contrôle sont satisfaisants. Et donc, comme vous pouvez le constater avec moi, l'environnement est vraiment salubre. Les conditions de conservation et de stockage sont très bien respectées. Les produits qui doivent être au frais sont au frais aux températures recommandées par les producteurs. Il y a des produits qui doivent être surgelés à une température de moins 18 degrés. Et quand nous avons fait le contrôle, nous nous sommes rendus compte que c'est même moins 20 degrés. Ça veut dire que ces produits-là sont conservés dans de très bonnes conditions. Je vais appeler à la bonne foi des opérateurs du secteur agroalimentaire afin qu'ils évitent de mettre sur le marché en cette période sensible de l'année des produits de qualité douteuse. Tout opérateur qui se serait rendu coupable de détenir ou bien d'essayer de commercialiser des aliments impropres à la consommation subira naturellement la rigueur de la loi. Nous tous qui sommes ici, nous sommes consommateurs. J'appelle à la vigilance de tous les consommateurs en cette période sensible de l'année dans le choix et l'achat de tout ce qu'on aura à acheter afin que les fêtes de fin d'année se passent dans de très bonnes conditions. La veille permanente est donc de mise en cette période de fin d'année. La même opération se déroule également dans les 11 départements du Bénin. Plusieurs équipes sont déployées sur toute l'étendue du territoire national afin de décourager les contrevenants et ceux qui vont essayer de s'opposer à ce contrôle subiront la rigueur de la loi. Autre sujet à présent, Medina Issa est désormais titulaire d'un master en management et développement. Elle vient de terminer le cycle de master au Royaume-Uni. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu le 15 décembre dernier avec la présence et le soutien du corps enseignant et du personnel d'encadrement. Le récit est signé Herman Parfait Niamoussou. C'est le couronnement de plusieurs années d'études, de recherche acharnées et assidues pour Medina Issa. Désormais titulaire de master en management development obtenu à la London School of Economics and Political Science. Présence remarquée et soutenue du corps enseignant, des parents et amis des récipiendaires ce 15 décembre 2022 lors de la cérémonie de remise de parchemin. Master en management development obtenu avec succès et mérite, doublé des félicitations du personnel d'encadrement. Joie teintée d'émotion pour Medina Issa qui fait la fierté de toute sa famille. C'est aussi l'expression du sentiment d'une mission accomplie pour celle qui a fréquenté l'une des prestigieuses universités de Londres au Royaume-Uni. Fini la longue marche académique à la London School of Economics and Political Science. Medina Issa est désormais appelée à faire valoir ses compétences avérées sur le marché de l'emploi ici au Bénin et au-delà de nos frontières. Sauf à décider de poursuivre ses études pour une spécialisation.
De Londres, on revient à Cotonou pour voir la 44e promotion des médecins de la Faculté des sciences de la santé et la 18e promotion des pharmaciens qui sont mises sur le marché de l'emploi. Les récipiendaires de ces deux promotions ont prêté serment ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Compte rendu signé Ingrid Der. Sortis de chez eux, étudiants, ces récipiendaires rentrent désormais nantis du titre de médecin ou pharmacien. Grâce au parchemin qu'ils ont reçu, et cette prestation de serment d'Hippocrate, ils deviennent officiellement des membres à part entière du monde sanitaire au Bénin. Ce soir représente pour certains la réalisation d'un rêve si longtemps convoité. Pour d'autres encore, c'est le couronnement de maints efforts consentis dans des conditions de température et de pression pas toujours séduisantes. À notre maison, la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, et aux maîtres qui la font. Nous mettons en gage notre honneur, tout en espérant un jour être à la hauteur de vos babillages, en vous confiant ce soir que vous serez fiers de nous. Vous serez fiers de tous ces enfants que vous avez très vite fait vôtres en leur inculquant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Venus d'horizons divers, avec différentes cultures et habitudes, nous nous sommes tous retrouvés dans cette faculté, dans les écoles de pharmacie et de médecine, pour une formation sanctionnée par les délibérations de ce jour et dont nous sommes très fiers. C'est une grande responsabilité qui nous incombe désormais, avec plusieurs opportunités qui s'offrent à nous, des choix de vie et de carrière à faire en toute conscience et dont dépend notre avenir. 40 médecins et 17 pharmaciens. C'est le nombre total des nouveaux acteurs du corps médical et de la corporation pharmaceutique que vient de mettre sur le marché de l'emploi la Faculté des sciences de la santé. Les défis sont immenses. Les gaps demeurent, mais aussi des opportunités pour vous, chers lauréats, pour apporter votre pierre à l'édification de cette nation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, chers lauréats, vos aspirations, vos rêves. Elles sont légitimes et ne sont pas impossibles. Le gouvernement du Bénin s'emploie pour créer les conditions pour leur accomplissement, ici, au Bénin. Je vous exhorte donc à l'exercer avec probité, avec honnêteté, avec conscience et à respecter vos serments. Ces serments qu'on vient à peine de rappeler. Le vrai diplôme, la vraie mention, comme nous rappelez, ce sont les populations, les soignants qui vous les donneront. C'est avec des mentions très honorables, suivies des félicitations du jury et échanges pour certains, puis propositions pour prise de thèse à d'autres, que ces récipiendaires ont réussi leur soutenance. Ces nouveaux médecins et pharmaciens sont désormais outillés pour mettre leur savoir-faire au service des populations nationales et internationales après de longues années d'études à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Avant d'ouvrir le plateau, invité pour la suite du grand format, sachez que le groupe Van Vliet Automotive s'installe désormais au Bénin. L'annonce a été faite mercredi dernier à Cotonou. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni autour des actionnaires de cette entreprise des clients potentiels et amis. Le nouveau modèle de camion MAN a été également dévoilé à cette occasion. Voici les précisions que nous apporte ici Ingrid Der. Après le Ghana et le Togo, le groupe Van Vliet Automotive étend ses activités au Bénin. Une structure connue grâce à la fabrication des véhicules haut de gamme, nouvelle génération de la marque MAN, de grande efficacité, résistible et économique. L'entreprise met également à la disposition de ses clients des pièces détachées de véhicules, des services d'assistance après-vente et bien d'autres. Pour souligner notre confiance dans cette nouvelle génération de camions MAN, nous avons le plaisir de vous informer que nous attendons quelques 650 camions neufs MAN de l'usine dans les 4 prochains mois pour vous fournir des superbes MAN camions neufs depuis notre stock. Que ce soit des tracteurs, des bennes ou encore des camions grues ou camions citernes. Toujours en mettant l'accent sur la satisfaction du client et offrir des véhicules ayant le meilleur rapport
rendement, longévité. Pour marquer officiellement leur présence sur le territoire béninois, le groupe Van Vliet Automotive dévoile à ses potentiels clients, partenaires et proches le nouveau joyau de l'entreprise. Le camion Van Vliet Trucks, doté de toutes les commodités, est désormais sur le marché béninois. The new TG is an example of trucks that can meet your needs. Nouvelle génération des camions MAN a été de faciliter votre activité dès le début. Cela facilite non seulement la façon dont vous, nos clients, utilisez nos produits et services, mais vous permet également de mieux réussir dans ce que vous faites. Nous continuerons toujours à fournir une solution gagnant-gagnant pour simplifier votre activité. Je suis convaincu que vous serez impressionné par notre nouveau produit et que vous en tirerez un maximum d'avantages. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons changer le paysage des véhicules commerciaux au Bénin et nous nous réjouissons de nombreuses années à venir dans ce partenariat fructueux. Ce nouveau modèle de camion, c'est vraiment une très bonne marque. C'est une marque que je connais il y a très longtemps, depuis 2004. Je sais que c'est un camion solide, résistant, et du point de vue confort aussi. Et ça fait partie des meilleurs camions, des meilleures marques dans le monde. Vous voyez. Et en matière de consommation aussi, on fait beaucoup d'économies. Basé aux Pays-Bas, le groupe Van Vliet Automotive est une entreprise familiale qui met ses différents services sur le marché international depuis plusieurs décennies. Désormais présente au Bénin, l'entreprise ambitionne étendre davantage sa marque MAN dans d'autres pays très bientôt. Et c'était le point de l'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour la suite du grand format. Dans un instant, le plateau invité El Hadji Yakubu Malehos, président de la fondation qui porte son nom, vient nous parler de cette tournée nationale que la fondation a initiée dans le cadre des élections de janvier 2023 au Bénin. Notre entretien, c'est juste après la pub. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. La fête continue avec Canal+. Bon anniversaire. En ce moment, le décodeur HD est à 1000 francs dès la formule évasion. Carrément. Pour profiter de tous les meilleurs programmes. Vous avez de la chance. Du grand cinéma pour le plaisir de toute la famille. Accroche-toi tes chaussettes. Non, arrête. De nouvelles chaînes pour les fêtes. Je veux être le Père Noël. En plus, profitez de la reprise des championnats. Et de la 7e édition du Chan. C'est un moment historique, ils ont vraiment bien joué la finale. Plus que quelques jours pour en profiter. Réabonnez-vous vite. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. C'est déjà la fin d'année. Vous avez envie de présenter de vive voix vos vœux de nouvel an à vos parents, amis et collègues à travers nos radios. Et oui, Fraternité FM et Méthode de Paraco s'ouvrent à vous. Je souhaite mes meilleurs vœux à toute ma famille. Très bonne fête à tout le peuple béninois. Envoyez dès à présent vos vœux par message audio au 96 14 04 62 et payez par Momo. Fraternité FM. Gardez contact avec vos proches, où qu'ils soient en cette fin d'année. De prospérité, de bonheur et de santé, nos cadeaux de bonne année.
Cette année, on va fêter comme des boss avec Néo et Allo. Jusqu'au 19 janvier 2023, venez vous équiper chez le boss de l'électroménager. Écran TV, barre de son, réfrigérateur, micro-ondes, machine à laver, climatiseur et bien d'autres. Tout pour se mettre bien et passer de belles fêtes. Rendez-vous vite dans une de nos boutiques Néo et Allo à Cotonou, Ganry, Avenue Stémez, Canguizo et Erivan. Tous les produits sont garantis jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Infoline 60 assuré 66 66. Et quelle technologie vous souhaite? Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Plusieurs localités du Bénin déjà parcourues par les membres de la Fondation Malheureux pour prôner la paix en cette veille des élections législatives au Bénin. Qu'est-ce qui a motivé cette action? Quelle est actuellement la situation sur le terrain et quel bilan peut-on faire de cette première phase de la tournée? C'est le premier responsable de la Fondation qui vient nous éclairer sur ces questions. El Hadji Yakubu Malheureux, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Alors, pourquoi est-ce que vous avez jugé nécessaire d'initier une séance ou une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations en cette veille des élections législatives au Bénin? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad salim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tu es musulman, c'est pourquoi tu n'as pas répondu. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je salue les non-musulmans et la manière de saluer un ami, un parent chez nous les musulmans, c'est une bénédiction. Et que Dieu nous bénisse tous. Je remercie tous les membres de la Fondation. Tous les membres de la Fondation, je parle du président d'honneur, El Hadj Karim Da Silva, et son premier adjoint. Je parle de notre frère Garba, Moniru Mohamed de Zongo. Et si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour expliquer ce que la Fondation est en train de faire. D'accord. Ce que la Fondation est en train de faire, c'est entre autres cette campagne de sensibilisation à l'endroit des populations en cette veille des élections. Alors pourquoi cette action? Oui, comme vous le savez, nous étions surpris par les événements malheureux de 2019. Et c'est ça qui nous a réveillés. Je crois qu'en 2020, un mois avant les élections, ce que nous sommes en train de faire maintenant a été fait. On n'a pas eu beaucoup de... Nous sommes allés même à Niki. Paix à son âme, le roi de Niki nous a rassemblé tous les chasseurs. Et on leur a donné conseil. Je parle de 2020, avant les élections présidentielles. Nous avons compris que ce qui s'est passé en 2020, ce ne sont pas les mêmes choses qui s'est passé en 2019. Cela veut dire que ce que nous avons fait en 2020, on a gagné quelque chose dedans. Et c'est pourquoi les membres de la Fondation ont décidé d'aller très vite. Donc depuis le 20 octobre 2022, nous étions sur le terrain pour rencontrer les fidèles musulmans, surtout les grandes mosquées. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de rois qui nous ont reçus, des jeunes qui ne sont pas musulmans, qui sont quand même prêts à nous écouter. Ceux-là, on est parti vers eux pour leur donner conseil, pour leur dire que ce qui s'est passé, que cela n'arrive plus jamais dans notre pays. C'est ce que nous avons fait. Nous avons parcouru... Alors, quelles sont les différentes localités que vous avez déjà parcourues je peux dire on a parcouru tous les 12 départements. Sur les 12 départements, je crois qu'il reste à peine 27. Sinon, c'est 77 communes. On a parcouru près de 50. Et depuis avant-hier, il y a l'imam de Chaourou. On n'a pas été là-bas. On est tellement acculé par le temps. L'imam de Chaourou nous dit vraiment il faut venir nous parler. Les jeunes ont besoin de vous entendre. Parce qu'en 2020,
un mois avant les élections, on était là-bas, ils insistent à ce qu'on revienne. Donc il y a beaucoup de... Alors pour vous, quel doit être le rôle donc, des imams en cette période-là? Oui, les imams, ce que nous voulons d'eux, il faut qu'ils soient neutres. Je parle des imams. Peut-être un député, futur député opposant, candidat pour les élections 2023, peut venir vous rendre visite. Il peut venir demander la prière. Vous ne pouvez pas dire qu'il est opposant, non, je ne veux pas te recevoir, non. C'est ce que nous avons dit aux imams. De même, les partis de la mouvance, s'ils viennent chez vous, il faut les recevoir. Donc, vous avez le droit de prier pour tout le monde. Il n'y a pas question de dire, oui, moi, je suis mouvancier, je ne peux pas prier pour un opposant. Non, non. C'est le premier conseil que nous avons donné à nos imams. Et en dehors de ça, nous leur avons dit, tous les vendredis, il faut donner conseil aux jeunes. Il ne s'agit pas d'aller suivre les politiciens pour marcher sur la voie publique. Ce n'est pas bon. Et depuis, je crois, depuis 20 octobre, tous les imams, si vous passez dans les mosquées, c'est des mots de sensibilisation. L'islam, c'est la paix. Si on parle de l'islam, si on veut expliquer, c'est la paix. Donc, avec notre religion, vous ne devez pas s'associer avec ceux qui vont brûler les pneus, avec ceux qui vont marcher pour casser les édifices publics. Non, ce n'est pas notre rôle, les musulmans. Et bien vrai, toute la population, mais à partir des musulmans d'abord. Nous sommes passés dans quelques églises même. On était à l'église de Gbedagba, cette Rita, sur invitation du père Boukovo, et on leur a donné conseil. Même il y a quelques christianistes célestes qui nous ont invités, on est partis chez eux. Même nos religions traditionnelles à Abomey, il y a beaucoup de vaudounos qui nous ont invités et les mêmes conseils ont été donnés. Donc, et nous avons fait des petites affichettes, je ne sais pas, Faouk que vous appelez, plus de 10 millions qui a été distribué sur tout le territoire national. Et ce qu'on a dit, c'est un peu, je vais essayer, je ne suis pas un intellectuel. Oui, très rapidement. Très rapidement. Oui. C'est que nous avons, chers Béninois et Béninois, n'acceptez jamais d'envahir les rues ou de détruire les édifices publics sous prétexte que vous soutenez un acteur politique. Deuxièmement, chers Béninois et Béninoises, avant, pendant et après les élections, il est important d'éviter la violence. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. La violence est l'ennemi de la paix. Nous invitons à privilégier le dialogue, quelle que soit la situation. Troisièmement, n'acceptez jamais d'être manipulé par les politiciens. Quand ça dégénère, seules les populations sont martyrisées. Dites non à la manipulation politique. Dites non à l'incitation à la violence. Quatrièmement, les forces de l'ordre sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Mais nous autres, que faisons pour les aider dans ce combat? Nous vous exhortons à prier et à toujours prier afin que les terroristes se retirent de notre Bénin. Cinquièmement, dernier point, ça concerne les musulmans. Chers musulmans et musulmanes, lisons le Coran tous les jeudis nuits à vendredi pour demander à Allah que les événements malheureux de 2019 ne se reproduisent plus dans notre pays. Bonne prière. C'est ça qui est distribué partout dans le pays. Alors, comment est-ce que vos messages sont reçus par la population quand vous étiez en tournée? Ah oui, moi j'étais étonné parce que moi-même, avec l'équipe, mais les gens prient pour nous jusqu'à pleurer. Hier, par exemple, le vendredi, on était à Banté. L'imam central de Banté a pleuré. Il dit, mais ce que vous faites, seul Dieu peut vous récompenser. C'est que nous-mêmes, on est content de ce qu'on est en train de faire. Parce que la paix n'a pas de prix. Mais il faut quelqu'un pour le faire.
Il faut quelqu'un. Donc, ce que nous sommes en train de faire, la population est très contente. Et contrairement aux politiciens, ça je vous l'ai dit. Les politiciens, je ne comprends pas. On a aucun soutien des politiciens. Ils trouvent ça, ils ne te disent même ce que nous fait là. Bon, vous avez le temps. Alors, justement, près de 50 communes parcourues, oui. Il faut de ressources. Donc, pour cette campagne de sensibilisation, vous êtes une fondation et donc apolitique. Alors, où trouvez-vous le financement nécessaire pour vos activités? Merci beaucoup, merci de nous poser cette question. Parce que nous avons lu dans les réseaux sociaux, nous travaillons pour le pouvoir, tout ça là. Wallahi, nous n'avons rien reçu du pouvoir. Rien, je vous le dis. Aucun ministre, aucun député, le gouvernement, rien, même le chef de l'État. Mais nous, on n'a pas demandé. Parce que ce que nous faisons, c'est pour avoir une récompense venant de Dieu. Mais si tu demandes, cela veut dire que ce que tu vas gagner, la récompense serait partagée. Et c'est pourquoi la Fondation Malher Hossou, nous sommes une grande famille et avant les événements, depuis des années, chaque fin du mois, les enfants Malher Hossou cotisent. En dehors de cela, nous avons des amis. Nous avons des amis qui nous aident. Des amis, s'ils sont au courant, oh, Malher Hossou, vraiment, si vous voulez partir, je mets une voiture à votre disposition avec carburant, mais jamais un politicien. Et je vous le dis encore, Papa Da Silva, regardez son âge, près de 100 ans. Si nous voulons bouger, il met des moyens à notre disposition. Moi, j'ai honte de voir son âge. Ce qu'on a fait tout dernièrement dans les 4 départements du Nord, mais il n'est pas content parce que je dis, mon papa, cette fois-ci, restez tranquille. Vous avez un président, vice-président d'honneur, qui vraiment, il met des moyens en addition. Je parle de Alhaji Garba Moniru de Zongo. En plus, le premier vice-président de la fondation, Mouta Wakil, que je remercie. Il est membre de la fondation, mais il n'a pas le temps de bouger comme nous. Mais à chaque moment, il nous donne l'argent de carburant. Et si tout le monde peut faire comme ça, je crois que le pays va marcher. D'accord. Alors, vous êtes le président de la Fondation Malher Hossou et vous êtes également honorable puisque vous avez été député plusieurs fois. Et plusieurs fois, au cours de vos sorties, vous avez demandé des élections inclusives au Bénin. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de l'ouverture de la compétition électorale? Oui, et cette fois-ci, je crois que tous les partis, presque tous les partis qui ont sollicité à envoyer les candidats à l'Assemblée nationale, je crois qu'ils ont eu la chance d'être retenus. Et c'est une bonne chose. Et nous, on a prié pour ça. On a écrit, on a supplié beaucoup de politiciens pour dire intervenez pour que cette élection-là, tout le monde soit présent. C'est une réussite totale. Et je peux dire, c'est grâce à notre chef d'État, le président Talon, parce que c'est lui qui a le pouvoir. S'il ne veut pas, les gens ne peuvent pas aller là-bas. Donc la Fondation Malher Hossou le remercie chaleureusement. Alors, on constate également qu'après les élections présidentielles de 2016, l'engouement des populations pour aller voter a diminué quelque peu. Est-ce que vous avez fait le même constat et comment peut-on expliquer cela? Oui, ça c'est vrai. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je crois que j'ai été député, j'ai fait 2 mandats. Mais en notre temps, c'est que un député, je suis député d'Abomey, bon, de la 23e circonscription, mais en notre temps, avant même les campagnes, il faut passer dans les agglomérations. Dans chaque agglomération, rencontrer la population pour leur expliquer ce que vous voulez faire à l'Assemblée. Après l'agglomération, c'est le quartier. Après le quartier, c'est l'arrondissement. C'est après maintenant que tu vas à la commune. Et c'est un rassemblement, un grand rassemblement. Mais depuis 2016,
En 2020, nous, on a fait ça. Et beaucoup, nous qui avons soutenu les candidats, on a fait ça. Mais j'ai constaté, en 2019, les gens sont restés dans les communes, les gens sont restés dans les hôtels pour inviter les militants. Ce n'est pas bon. Et c'est ça qui a fait que les gens ne sont pas déplacés. Et on a dit, bon, que c'est boycott. Bien vrai, les opposants n'étaient pas dedans, les gens avaient peur. Mais il n'y a pas eu campagne directe avec la base. Il faut la base. Si vous ne discutez pas avec la base, ils ne vont jamais sortir. Mais les gens ont peur de dépenser de l'argent aussi. Ça, je vous le dis. Parce que si tu invites quelqu'un, des militants, au moins 200 personnes dans leur agglomération, tu dois leur donner quelque chose, même s'ils ne te demandent pas. Mais il faut essayer de faire ça. Si les gens ne font pas ça, vous allez constater que ça serait la même chose. Quelque chose de 20-25%. Ce n'est pas bon. Ça, j'ai dit cela à plusieurs responsables de parti. Allez dans les agglomérations d'abord, avant de réunir les gens dans les hôtels ou bien dans les salles du peuple. Ce n'est pas bon. D'accord. On va finir avec votre message à l'endroit de tous les citoyens béninois concernés par ce processus électoral. Non, je leur demande de prôner la paix. Tous les candidats. Il ne s'agit pas d'insulter celui qui était député avant toi. Ce que tu veux faire à la population, c'est ça que tu dois expliquer. Au lieu de dire, ah, votre député là, il est resté ici, il a volé, ce qu'il a gagné là-bas, c'est lui seul qui a bouffé, il va à l'Assemblée, il donne. Non, nous ne voulons pas ça. Qu'est-ce que toi tu veux faire à ta population? Et je profite pour demander à toute la population, il ne s'agit pas d'injurier, il ne s'agit pas d'insulter. Et encore, si ton candidat n'a pas réussi, tu n'as aucun droit d'aller barrer les voies, d'aller brûler les pneus. Cela, nous ne voulons plus dans ce pays. Cela ne doit plus se passer. C'est ça, c'est le message que nous avons passé un peu partout dans le Bénin. On ne doit plus barrer les voies. La circulation est libre pour tout le monde. On ne veut plus ça. Et je suis sûr que les gens nous ont écoutés. D'accord. Merci à vous, El Hadji Yakubu Maleroso, président de la Fondation Maleroso. Merci de votre passage sur le plateau du Grand Format. Et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jonas. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet et d'inviter également pour parler des accidents de travail avec cette question. Pourquoi le système qualité, hygiène, sécurité et environnement a-t-il du mal à prendre corps sur les différents chantiers au Bénin? C'est un spécialiste du domaine qui nous répond juste après cette coup de pause. Êtes-vous prêts? Le plus gros bonus de tous les temps. Promotion avec des prix sympas. De nombreuses autres offres de bonus. Retrait et paiement rapide. Application facile à utiliser. Assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7. OneXBet vous offre plus. Utilisez le code promo pour obtenir votre plus gros bonus maintenant. Envoie-moi le numéro. Allô? Tu m'entends? Mais merde quoi. Mais c'est quoi ce fichu téléphone enfin? Papa, donne-moi 50 points pour que je puisse acheter à manger à mon ami, il a très faim. Jean-Baptiste, c'est pas encore un de tes coups ça? Merci papa. Pour ça, tata, je vais acheter un chip yo-yo. Tu viens juste de gagner un vélo. Qu'est-ce que tu veux faire encore avec chip yo-yo? Je veux gagner un téléphone. Oh, sacré garçon. J'ai gagné. Mais pourquoi tout ce bruit là, Jean-Baptiste? J'ai gagné un téléphone en ouvrant un chip yo-yo. Ah bon, comment? C'est 50 francs que tu m'as donné que j'ai pris pour acheter un chip yo-yo. Moi, je suis dans yo-yo et je suis dans téléphone aussi. Tu attends quoi pour rejoindre le club des gagnants yo-yo? Fais vite, encore 40 000 lots à offrir. Tente ta chance avec les chips yo-yo de 50 francs et les fingers de 25 francs. Retirez vos lots tous les samedis au siège de la société Yarasal à Sekanji après Simbéné Zone Park de 9h à 13h. Tous les jours à la plaque de Fidjoussé à partir du 15 décembre 2022. Appel et WhatsApp 97 54 28 28 66 61 18 00. Yo-yo, goûte et tu vas adorer. Yo-yo, on revient encore plus fort.
voilà, nous sommes de retour pour la suite du grand format dans une quinzaine de minutes. Nous allons passer en revue quelques sujets qui ont dominé l'actualité. Au cours de la semaine, vous suivrez les analyses de Louis Tossavi, rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Mais avant, nous allons parler du secteur qualité, hygiène, sécurité et environnement et toutes les difficultés qui entravent son développement. Monsieur Carlos Aounia, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes spécialiste en hygiène, sécurité et environnement, directeur général de l'Agence nationale pour la prévention des accidents en génie civil. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, quel est le bien fondé ou l'importance de l'hygiène, sécurité, environnement sur les chantiers? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité de venir parler de l'HSE à chaque fois. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la mise en œuvre, de ce que c'est que les difficultés que nous rencontrons pour la mise en œuvre du système de management QHSE au Bénin. Alors déjà, comme question, vous avez dit que voilà, l'importance de l'HSE. Ok, l'HSE a son importance aujourd'hui. Si nous prenons par exemple déjà l'exemple d'une structure qui s'est basé à Cotonou, qui est venu de l'extérieur, et déjà, il a fait dépêcher automatiquement son HSE, qui a fait une inspection de leur bâtiment. Et automatiquement, il a constaté que les activités d'une autre entreprise à côté émettent des radiations dans le bâtiment qui peut nuire aux travailleurs de son entreprise. Alors, automatiquement, ils ont trouvé des moyens pour pouvoir contrecarrer ces radiations. D'où nous voyons que l'importance de l'HSE au sein de tout organisme, au sein de toute entreprise, c'est pour éviter au maxi les risques liés aux travaux qu'il mène. Alors, est-ce que l'entrepreneur lui-même a intérêt à adopter ce système? Très clair, parce qu'au-delà du drame qu'occasionnent les accidents, vous savez qu'il faut dédommager les victimes. Et tout ça, ça revient plus cher que de prévenir les risques liés à ces travaux-là. Alors, est-ce que le secteur existe au Bénin depuis combien de temps? Bon, le secteur existe depuis pas mal de temps. Hein. Au Bénin aussi, normalement, si nous respectons les prescriptions de l'OIT, nous respectons les prescriptions de l'OIT, le secteur HSE existe depuis longtemps. Et qu'est-ce que nous constatons dans les anciens temps? On constate que c'est quand il y a l'inspection, quand les inspecteurs veulent venir voir les chantiers, on va payer casque, on va payer gilet, on va payer tout ce qu'il faut pour pouvoir montrer qu'aux inspecteurs qu'il y a un peu les normes qui sont respectées. Or, s'il part automatiquement, on retire tous ces bottes, gilets, tout, on met dans le magasin encore. Et les ouvriers travaillent sans casque, sans gilet, sans rien, dans le temps. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est en train d'être amélioré un peu, mis à part les difficultés que nous rencontrons pour la mise en œuvre sur le terrain. D'accord. Oui. Alors, sur un chantier, quel est le rôle d'un HSE? Le rôle d'un HSE, c'est énorme. Parce que pour la mise en œuvre du système de management de QHSE, vous allez constater que nous avons au premier abord la qualité. Et si nous prenons la qualité, prenons simplement la qualité, vous allez constater que l'HSE a pour rôle d'assurer la qualité du produit et du service. Quand nous parlons déjà du produit, vous allez constater que sur nos chantiers déjà, on a des contrôleurs techniques. Et ces contrôleurs techniques sont là pour la mise en forme, que le truc, tout ce qu'ils font soit conforme à ce qui est prescrit par l'ingénieur. Mais automatiquement, les matériaux qui entrent dedans ont des fiches techniques. Mais qui contrôle ces fiches techniques-là? C'est l'HSE. Donc, déjà, l'HSE contrôle la qualité du produit et aussi la qualité du service. Vous allez constater dans les réseaux, dans nos réseaux ou bien à la banque et tout, des fois, on nous distribue des petits papiers pour demander, pour nous poser quelques questions, pour checker, comment on appelle, le client, pour voir si la qualité du service est meilleure. Donc déjà, l'HSE est là aussi pour mettre la qualité au sein du service que fournit l'entreprise. Et après, nous avons l'hygiène. C'est l'HSE toujours qui met en place le dispositif d'hygiène correct qu'il faut
pour assurer l'hygiène de tout le personnel. Et nous avons la sécurité, c'est lui qui détecte les risques liés aux travaux, avec les outils qu'ils utilisent, et bien sûr, les machines et autres, et aussi faire respecter les normes environnementaux. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de ce système? Voilà, les difficultés aujourd'hui, il y en a de trop. Parce que déjà, vous allez constater aujourd'hui que l'HSE n'est pas autonome. L'HSE n'est pas autonome sur le terrain. Et c'est ça qui est en partie les difficultés que nous rencontrons. Parce que souvent, c'est l'entreprise même qui met en place la mise en œuvre du système de... Non, c'est l'entreprise qui recrute. Donc, qui recrute l'HSE. Ce qui pose vraiment un sérieux problème. Ce qui pose vraiment un sérieux problème parce que déjà, vous allez constater que l'HSE, il y aura conflit d'intérêts automatiquement quand il va vouloir exiger que telle pratique soit observée sur le terrain. Imaginons qu'un instant qu'il veut travailler sur la dalle et déjà... On nous demande, toute personne qui travaille déjà à partir de 1,80 m doit être bien suivie, on doit le contrôler et apporter les mesures qu'il faut pour qu'il puisse travailler en toute sécurité sans risque de chute. Déjà, s'il propose qu'il y ait de filets de sécurité, déjà ça pose problème à l'entrepreneur. Il demande, on envoie des grues, on envoie des camions. L'HSE doit inspecter tout ceci. Déjà qu'il inspecte, et c'est les camions, c'est les grues de l'entrepreneur, alors là, vous voyez, même si c'est en faute, lui ne peut rien. Il est obligé de... Il doit prendre partie de poussons. On est sur des chantiers où le directeur a appelé l'HSE directement pour dire, mais quand même, c'est moi qui te paye. D'où l'HSE est comme un épouvantail sur le terrain. Or, c'est qu'il ne faut pas. Il devient comme un ouvrier donc de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ça? Bien sûr qu'on peut régler ça. Nous avons proposé pas mal de solutions. Nous avons proposé pas mal de solutions au gouvernement et autres, aux maires et tout. Donc, nous attendons toujours de voir la suite parce que s'il faut régler correctement ce domaine, c'est de le dissocier, c'est de l'enlever une partie. C'est que la tête doit quitter automatiquement la mise en œuvre. Celui qui sera chargé de la mise en œuvre du système doit être forcément autonome. Il doit venir forcément de celui qui a commandité ces travaux. Vous allez constater aujourd'hui sur les projets, c'est les projets même qui recrutent le HSE. C'est ce que nous devons faire au Bénin, c'est ce que l'État béninois aussi devrait conseiller, devrait voter déjà par les conseils de ministres et autres. Je crois que cette histoire peut être vite réglée, où nous aurons forcément quelqu'un qui chapeaute la mise en œuvre du système QHSE au Bénin. Alors, quand on prend par exemple la loi cadre sur l'environnement qui exige, entre autres, que l'étude d'impact environnemental soit exécutée, donc quand il s'agit de mettre en œuvre tout projet, est-ce qu'il faut aller dans ce sens avec un cadre légal? Bien sûr qu'il faut aller, parce qu'il y a un peu... déjà, comment on appelle ce dispositif, où nous avons des documents comme le PGES qui permet de parler un peu de volet sécuritaire, mais il faut quand même l'approfondir et permettre à ce qu'on fasse toutes les études d'impact, de danger et autres associés au projet avant la mise en œuvre de ce projet. Les pays dans lesquels ce système marche, comment est-ce que vous avez cherché à vous inspirer de leurs expériences? Toujours, nous sommes en contact avec les entreprises extérieures qui sont dans ce domaine de HSE, parce que pourquoi? Vous allez constater que à l'extérieur, les accidents qui se produisent en Afrique sont au moins, si on prend les chiffres de l'OIT, au moins nous sommes victimes 2 fois plus que tout le continent qui reste en Afrique. Donc, il faut que nous parlons sérieusement comment on appelle, du système QHSE, d'où déjà nous avons mis en place des associations qui luttent déjà un peu contre ça. Vous allez constater aujourd'hui maintenant s'il y a ceux qui ont des comportements dangereux ou qui travaillent dans des conditions dangereuses, automatiquement, nous avons des membres de l'association aujourd'hui qui essaient d'intervenir dans ça et qui refusent automatiquement et qui bloquent le chantier par les forces de l'ordre, avec l'appui des forces de l'ordre. Alors, vous menez plusieurs actions de sensibilisation depuis quelques temps. Oui. À quel niveau vous avez l'impression que ça a du mal à prendre? Nous avons vraiment
mis en place une association aujourd'hui qui essaie de réglementer un tant soit peu tous les drames que nous voyons, tout ce que nous voyons d'inconforme à la norme. Nous essayons de tirer une attention et on essaie de prendre automatiquement la photo de ça et on rentre automatiquement en contact avec l'entrepreneur et tout pour pouvoir régler un tant soit peu ce problème. Alors, quel que soit Alpha, si nous n'avons pas l'implication directe des autorités, alors ça nous pose toujours problème. Parce que tout le monde sait que ce que nous sommes en train de dire est capital. Mais sans une force politique, nous ne pouvons rien. Les démarches que vous avez menées auprès des mairies, des ministères et tout, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vos propositions sont restées dans les tiroirs? Nous avons mené beaucoup de démarches, depuis 2018, 2019, jusqu'à aujourd'hui, même depuis 2015, au temps de l'ancien président. On menait des démarches depuis 2018-2019. Nous avons eu à rencontrer déjà le deuxième adjoint au maire de Cotonou. Nous avons rencontré M. Georges Bada, du maire de Calavi, et tous les avis sont favorables. Nous avons rencontré aussi le ministère de Biotchané, de M. Biotchané, et aussi avec les discussions que nous avons menées et les propositions, tout a été favorable. Ainsi qu'avec le ministère de cadre de vie, dernièrement, ça a été totalement favorable. Mais c'est la mise en œuvre qui pose problème toujours, mais nous n'avons plus le choix, nous n'allons pas toujours attendre éternellement. Nous allons mener un peu, battre le bacadam un peu avec l'association dès l'année prochaine et faire vraiment une campagne pour la HSE. Nous allons faire une tournée comme comme l'a fait d'autres secteurs. Si nous prenons le secteur de l'architecture, je crois que c'est l'ordre des architectures qui se sont battus pour mettre en place des dispositifs. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour nous donner et mettre des dispositifs par rapport à l'HSE pour régler un tant soit peu tous les problèmes que nous rencontrons sur le terrain actuellement. D'accord. On va finir avec vos propositions. C'est vrai que vous les avez formulées aux différentes autorités avec qui vous avez discuté. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons proposé à ce que si il y a avis d'appel d'offres, qu'il y ait automatiquement un avis d'appel d'offres pour le secteur QHSE. Parce que la mise en œuvre de QHSE doit être autonome. Si ce n'est pas autonome, voilà un cabinet de contrôle ou une agence et tout, automatiquement il y aura un avis d'appel d'offres. Ou on peut recruter quand même un HSE qui est compétent, qui a le niveau et qui peut mettre en place le système de QHSE sur le chantier pour faire respecter toujours la norme et avoir l'objectif que nous visons tous, 0 accident, 0 risque et 0 décès liés aux travaux de construction. Donc, c'est un peu ça. Oui. D'accord, on va finir peut-être avec votre message à l'endroit de ces ministres ou maires que vous avez rencontrés et qui certainement vont donner une suite favorable à vos requêtes. Ok, ce que je peux demander aux différentes autorités que nous avons rencontrées, c'est de revoir le système pour voir tout ce que nous avons proposé et essayer d'apporter une solution. Déjà que nous avons déjà le système qui est en place, alors là, nous pouvons l'améliorer. Nous avons déjà le système le système des HSE qui se met en place timidement, un peu. Ce n'est pas encore sur tous les chantiers, nous constatons. Mais déjà, la mise en œuvre a besoin beaucoup d'éléments. Si déjà nous prenons, comment on appelle, un HSE, il a besoin forcément des relais. Après les relais, il a besoin des drapeautiers, des signaleurs, ceux qui peuvent l'aider à faire le travail. Et automatiquement, si son travail court plus de risques, il a automatiquement besoin des secouristes. Nous avons les sauveteurs secouristes du travail qui doivent forcément accompagner le secteur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? L'HSE au bureau, il a quelques relais et puis c'est tout. La mise en œuvre, comment ça se passe? Le suivi, qu'est-ce qui se passe? Ça importe peu. Donc, il faut que nous ayons l'accord et l'aval des autorités
pour pouvoir quand même éviter tous ces drames qu'occasionnent les accidents de travail sur les chantiers. D'accord. Merci à vous, M. Carlos Aounia, spécialiste en hygiène, sécurité et environnement, directeur général de l'Agence nationale pour la prévention des accidents en génie et civil. Bonne journée et bon courage à vous. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, Nicanor sera avec nous sur ce plateau, le fils du pays, qui vous donne rendez-vous dimanche prochain pour son concert live à Cotonou. Vous aurez toutes les précisions donc dans quelques minutes. Mais avant, nous allons passer au décryptage de l'actualité nationale avec l'invité média. Il s'agit de Louis Tossavi, rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Campagne promotionnelle de fin d'année sur Canal 3. Nos prix sont en fête au cœur de ce mois de décembre. Pour toutes nos prestations, reportages, magazines, invités journal, émissions de toute nature et même politique, profitez d'une réduction allant jusqu'à 50%. Courez vite à notre service commercial pour toutes vos commandes de reportages, de magazines, émissions politiques pour profiter de notre campagne promotionnelle de fin d'année. Contact service commercial 69 17 99 99 95 74 29 23. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. La revue de presse hebdomadaire n'est pas au rendez-vous ce dimanche. On va retrouver Asion Kanya Chongo dimanche prochain. Louis Tossavi, bonjour. Oui, bonjour Idrissou Boukari. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel. Merci d'être avec nous. Alors, il y avait eu beaucoup de doutes sur la bonne foi du gouvernement à tenir donc sa promesse, mais c'est désormais chose faite. Les fonctionnaires ont eu un plus sur le salaire. Alors, comment appréciez-vous la démarche ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'honneur que vous nous faites chaque fois de nous inviter sur le plateau ici pour décrypter et passer en revue l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et je pense que en tant que travailleur, en tant qu'agent de la fonction publique, on ne peut qu'apprécier cette initiative du gouvernement qui a promis et qu'il a fait, même si l'échéance qui a été fixée, c'était dit que cette augmentation aura lieu à partir du mois de novembre 2022. Et malheureusement, pour un certain nombre de questions, pour un certain nombre de dispositions que le gouvernement a voulu prendre avant de mettre en application cette réforme, cette augmentation, cela a fait qu'on s'est retrouvé au mois de décembre. Et je crois, lors de la dernière rencontre entre le chef de l'État et les responsables syndicaux, Patrice Talon a eu l'occasion de leur expliquer pourquoi cette échéance n'a pas été respectée. Et je pense que c'est une très bonne chose, même si on peut trouver à dire, même si on peut penser que c'est pas grand-chose. Ou beaucoup, c'est pas grand-chose. Le SMIC passe de 40 000 francs à 52 000 francs. Et bon, sous d'autres cieux, quand on compare ce qui se fait ici à ce qui se fait ailleurs, bon, on se dit ce n'est pas encore suffisant. Mais il y a un début et il faut saluer cela. Il faut saluer cela et souhaiter travailler à ce que les prochaines fois ou les années à venir, on puisse augmenter le SMIC, on puisse revaloriser les salaires des agents de la fonction publique. Maintenant, une chose est de revoir le salaire des agents de la fonction publique, mais il faut également se pencher sur le cas des agents de la fonction privée, des gens comme vous et moi, et nous aussi. Et il faudra que le gouvernement prenne des dispositions parce que on a bien dit que c'est les agents de l'État, de la fonction publique. Ça veut dire que
ceux de la fonction privée ne sont pas concernés. Alors que nous travaillons dans le même pays. Et alors, on va se contenter de l'appel, donc de l'appel du chef de l'État à l'endroit donc des chefs d'entreprise. Est-ce que ça suffit? Il ne suffit pas seulement de lancer un appel, et il faut maintenant prendre des actes. Je pense que le gouvernement a les moyens de prendre des actes, de prendre des dispositions, des mesures. Il faut alléger par exemple les charges fiscales également aux entreprises. Prendre des mesures pour pouvoir permettre aux patrons d'entreprises privées d'augmenter et de revaloriser les salaires de leurs employés. Parce que nous aussi, pour ne pas dire, ceux qui travaillent dans le privé ont aussi besoin d'une augmentation salariale. Tout à fait. Alors, ces mesures qui ont déjà pris effet, quel impact peuvent-elles avoir sur la performance de l'administration publique? Oui, quand vous êtes dans une entreprise, vous travaillez quelque part où on vous dit « Ah, on a augmenté votre salaire », c'est que ça vous motive. Et je crois que cette mesure que certains qualifient de sociale, ça va motiver davantage les agents de l'État à plus de rendement, à travailler et à donner de meilleurs résultats. Et ça va également agir certainement sur leur pouvoir d'achat, quoi qu'on dise. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Comme on le dit dans le langage vulgaire, c'est quelque chose et c'est à saluer. Ce qui est sûr, ça aura un impact, même si ce n'est pas un impact à grande échelle, ça aura son impact et bon, c'est tant mieux pour les travailleurs de la fonction publique. Maintenant, ceux de la fonction privée attendent de voir ce qui sera fait pour que leur salaire soit augmenté et pour que leur pouvoir d'achat augmente également. Puisque nous fréquentons le même marché. Exactement. Alors, de leur côté, les partis politiques soutenant les actions du chef de l'État, notamment le Bloc républicain et l'UP, le Renouveau, justifient leur rôle dans cette décision. Élection législative oblige? Bon, est-ce que les deux partis-là ont joué un rôle vraiment... ont joué un rôle important? Ils auraient remonté les besoins des populations à l'Assemblée nationale. Bon, c'est tant mieux. Si c'est grâce à eux que nous sommes arrivés à ce niveau-là aujourd'hui, bon, on ne peut que les remercier pour l'avoir fait. Ce qui est sûr, c'est leur rôle. C'est de leur rôle de pouvoir œuvrer, de pouvoir défendre les intérêts des populations, de pouvoir à l'Assemblée nationale proposer des lois pour permettre à la représentation nationale de voter des plans, des dispositions qui allègent les difficultés des populations. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas, je n'ai pas encore vu de façon concrète le rôle qui a été celui de ces deux partis politiques dans ce qui a été fait, c'est-à-dire le relèvement du SMIC et de la révalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique. Alors, autre sujet avec vous, Louis Tossavi, le vendredi 23 décembre prochain, la campagne électorale sera officiellement lancée pour le compte des élections législatives du 8 janvier 2023. Alors, comment est-ce que vous envisagez l'ambiance qui va prévaloir pendant cette période? Il y a longtemps, on a encore vu la campagne électorale comme on le voyait ou on la voyait les années antérieures. Et on aurait souhaité que cette année, la campagne prenne l'allure qu'elle a souvent eu au Bénin, où c'est une période de fête, c'est une période d'effervescence, la campagne électorale. Et c'est vrai, les dernières élections, on n'a pas senti vraiment qu'il y avait de campagne. Maintenant qu'on voit tous les bords pratiquement qui sont en course pour ces élections législatives, on se dit que la campagne sera... on va revivre du moins la campagne comme on a l'habitude de la revivre les années antérieures. Et les jours sont désormais comptés d'ici, je crois, dans moins de 2 semaines. La campagne électorale va commencer. Et dans les états-majors des différentes formations politiques, les dispositions sont en train déjà d'être prises pour que déjà à partir du 24, les candidats qui sont qualifiés pour les législatives puissent descendre sur le terrain, aller convaincre les populations, leur base, et sur leurs intentions, sur ce qu'ils pensent apporter
Et dès qu'ils seront élus, dès qu'ils seront installés au Parlement, à l'Assemblée, lors de la prochaine législature. D'accord. À votre avis, quel doit être le discours que chaque candidat doit tenir face à ces militants? Le discours, le premier aspect, d'abord qu'il faut souligner, il faut tenir des discours de paix, des discours qui unissent et non des discours qui divisent. Et quand on prend et appuie sur l'expérience vécue il y a quelques années, je crois que c'est maintenant l'occasion pour nous, pour les partis politiques, de tenir des discours rassembleurs et de convaincre les populations avec ce qu'ils ont, des projets concrets et des idées concrètes. Et donc, je pense que ça doit être l'objectif principal. Discours de paix, discours rassembleur. Bon, c'est vrai, les promesses politiques, il y en aura, mais il faut que tout se passe dans la paix et que dans la même commune, dans la même région, qu'on ait la possibilité, qu'on ait l'occasion d'écouter les partis politiques, d'écouter les acteurs politiques de tous bords, qu'ils soient de l'opposition que de la mouvance. Donc, alors cette fois-ci, les femmes sont davantage impliquées dans la bataille pour la conquête des sièges donc, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un bon signe pour la démocratie béninoise? Oui, c'est un bon signe, quoi qu'on dise, pour la démocratie béninoise. C'est un bonus pour la gente féminine. Et je crois pour la première fois dans l'histoire politique du Bénin, lors de la prochaine législature, on aura plus de femmes que les autres législatures. Et je crois que c'est une bonne note, c'est un bon point pour la démocratie béninoise et c'est tant mieux pour les femmes qui se battent déjà dans chaque circonscription électorale pour avoir une place, pour avoir un siège au Parlement. Maintenant, c'est à elles de démontrer sur le terrain qu'on peut compter sur elles, de démontrer leur capacité à pouvoir siéger au Parlement, à pouvoir être les représentantes du peuple, des représentantes de leur parti politique, de leur formation, de leur région et autres. Donc les femmes, elles ont maintenant l'occasion de démontrer leur savoir-faire au plan politique et de prendre le devant des choses, même si elles ne seront pas au même nombre que les hommes. Je crois que c'est un début et il faut reconnaître cela. D'accord. Dernier sujet avec vous, on va parler sport mondial Qatar 2022, la finale qui oppose ce dimanche la France de Kylian Mbappé à l'Argentine de Messi. Quelle lecture faites-vous de cette affiche? Bon, nous avons en face deux équipes qui n'ont pas le même style de jeu. Nous avons deux équipes qui n'ont pas commencé la compétition de la même manière. Vous avez d'un côté l'Argentine qui a commencé, qui est entrée dans la compétition par une défaite historique face à l'Arabie Saoudite, une défaite qui a été célébrée d'ailleurs du côté de l'Arabie Saoudite, une équipe saoudienne conduite par Hervé Renard. Et avec cette défaite d'entrée de jeu dans la compétition, on a tout de suite vu, on s'est tout de suite dit, est-ce que cette équipe de l'Argentine va faire long feu dans cette compétition? Et heureusement, progressivement, au fil des matchs, au fil des rencontres, cette équipe s'est reprise et est rentrée complètement dans la compétition. Et aujourd'hui, vous les voyez là. Vous avez de l'autre côté une équipe de France qui a pratiquement balayé tout sur son terrain, en fait tout sur son chemin, je vous l'ai dit, en dehors du dernier match contre la Tunisie, je crois. Jusque-là, la France n'a pas encore perdu une seule rencontre. Et ils sont sur une série je crois, de six matchs joués pour 5 victoires, je crois, si mes calculs sont bons. Donc c'est un parcours sans faute que la France est en train de faire jusque-là. Et bon, on attend de voir le style que chaque équipe va nous proposer ce soir. Toujours est-il que tout à l'heure, à partir de 22h, le prochain champion du monde sera connu. Et au passage, on fait un clin d'œil à ces équipes africaines qui ont représenté le continent durant cette 22e édition le Maroc. Notamment le Maroc. Et globalement, on peut dire que le bilan des équipes africaines durant cette Coupe du Monde a été globalement satisfaisant, même si on aurait souhaité que certaines d'entre elles, notamment le Sénégal, qui est l'équipe championne d'Afrique en titre,
on aurait souhaité qu'elle fasse, que cette équipe du Sénégal fasse mieux. Malheureusement, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a ses réalités et ses exigences. Ils sont rentrés à l'étape des huitièmes de finale. Et pour l'une des rares fois, on a constaté durant cette Coupe du Monde que toutes les équipes africaines, toutes les équipes qui ont représenté l'Afrique ont gagné tout au moins un match. Et c'est une note de satisfaction, c'est une avancée. Et pour la première fois également, on a atteint, quand je dis on a atteint, une équipe africaine a atteint l'étape des demi-finales. C'est un motif de satisfaction pour cette équipe du Maroc et pour toute l'Afrique. Cette équipe qui permet aux autres nations du monde de beaucoup plus considérer l'Afrique désormais, de beaucoup plus nous respecter, parce que nous avons du talent, nous avons les moyens d'aller plus loin. Alors, France, Argentine, pronostic? Bon, moi je suis en train je vois la France garder sa couronne. La France va garder la couronne. Ça, c'est moi. Bon, lecture. C'est ma lecture et ça n'engage que moi. D'accord. Donc, je trouve que la France va retourner avec la coupe, va rentrer à nouveau avec la coupe. Et puis, bon, D'accord. En tout cas, on attend de voir. Le reste va se jouer sur le rectangle vert ce soir à partir de, je crois, 20h du Bénin. C'est ça. Et avant de finir, je voudrais profiter de l'occasion, comme nous sommes à la fin de l'année, et remercier les techniciens dans l'ombre qui permettent à nos téléspectateurs à la maison de recevoir le signal, et remercier tous ceux qui œuvrent dans la réalisation de cette émission. Je voudrais profiter de l'occasion et formuler mes vœux de la nouvelle année à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Oui, l'équipe c'est bien Christelle, William Zanou, nous avons Achille Nyakadia, nous avons Francis Kokou, Teddy Boudalo qui est à l'édition. C'est l'équipe qui travaille avec nous. Merci à tout ce monde qui nous appuie, qui nous accompagne. Et on va prier et se retrouver l'année prochaine ensemble pour continuer la lutte. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Louis Tossavi, rédacteur en chef du quotidien Le Potentiel de Adrien Atin Pator. Merci pour ce regard sur l'actualité. C'est nous qui vous remercions. Et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Mesdames et messieurs, je vous l'avais annoncé, le fils du pays, Nicanor, est notre artiste de la semaine. On va l'installer avec ceci. Yaga. Samedi on the beat. Mini-jupe, Gucci, c'est ses gueules, elle est flashy. Sherifa, tout poupée, la tout poupée. Yeah. Mais l'argent facile, l'aveuglé haut. Manger tous les fruits, c'est ça son péché. Oh. Oh. Tu joues avec le cœur des hommes comme au ping-pong. T'as brisé les foyers, mais non mais dis donc. Jolie Sherifa, mais pourquoi tu fais ça? Pense à demain, l'amour ne se vend pas. Le bonheur c'est pas ça. Yeah. Oh. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher, yeah. Sherifa a tout gâché, 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 Sherifa a tout gâché. Le bon Dieu t'a tout donné. Tu peux réussir ta vie, construire une famille comme elle en fait aussi. Tu préfères la belle vie. Sherifa, j'ai busy. Elle enchaîne les bêtises, les garçons d'autrui. Yeah. Ta beauté n'est pas éternelle. Tu fais la belle sur internet. Tu vends ce que t'as de plus cher. Comme une fleur, tu vas te faner. Yeah. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher. Yeah. Oh. Maman t'a parlé, oh. Sherifa, viens pas te gâcher,
lâché, tu as fait pleurer maman, yeah. Sur Haïmo, sur le piste d'Aguidi, Rodrigue Degbe, Guy Wakou, Fire Force, Zao Zao l'infatigable, le gouverneur Salaruna. Nicanor, le fils du pays, est notre artiste de la semaine. Il est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Ibé, merci beaucoup. Alors, comment vous portez? Bien, et toi? Ah, ça va, ça va. Super. Alors, vous avez fait la promesse de mettre du show dimanche prochain à Canal Olympia, c'est ici à Cotonou. C'est un concert qui boucle la première phase de votre tournée à travers le pays. Et cette tournée a démarré un mois après le lancement de votre dernier album, on va dire premier ou dernier album et tout. Avant de parler de la tournée et du concert, on va mieux découvrir l'album qui a été lancé le 16 juin dernier. Son titre, c'est Le Fils du Pays. Exactement. Et c'est également le surnom que vous a donné, que vous ont donné vos fans. C'est ça. Alors pourquoi ce titre pour l'album? Ce titre pour l'album, déjà, comme tu l'as dit, c'est déjà un surnom que les fans ont donné à Nicanor. Et puis Le Fils du Pays, parce que en même temps c'est un rêve d'enfance, ce projet-là. C'est mon tout premier album depuis que j'ai commencé la musique. Et aujourd'hui, 10 ans après le début de cette carrière, je me suis dit, il faut reconnaître cette chance-là, cette main tendue de ce public-là et donner à cet album un titre comme Le Fils du Pays. C'est montrer à tout le monde que c'est un album porté par tout un pays, c'est un album porté par toutes les générations, c'est un album qu'on était en train de travailler depuis des années et c'est un album sur lequel beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui. Donc voilà, d'où le titre Le Fils du Pays. D'accord. L'album est composé de 17 chansons. C'est immense, hein? C'est immense. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques titres, sur quelques morceaux phares et les messages donc véhiculés par chacun d'eux? Bien sûr, il faut dire que l'album Le Fils du Pays, c'est un album sur lequel on retrouve de l'amour, un album sur lequel on retrouve des expériences de vie, un album sur lequel on retrouve également de l'espoir et tout. On a diminué pratiquement les titres parce que, comme je l'ai dit, on a travaillé sur cet album pendant 2 ans. Et il y avait beaucoup de titres, il fallait faire un choix à la fin. Et puis voilà. J'ai voulu que tout le monde se retrouve sur cet album. Il y a beaucoup de variétés sur l'album. On a chanté des musiques d'inspiration traditionnelle, comme les chansons comme Aïra, en collaboration avec Papa Sagboran, des chansons comme Simero, des chansons comme Siko Siko, une reprise du doyen Izingayon. Donc voilà, en même temps sur l'album on retrouve des titres comme Bello en collaboration avec Carole, des titres comme Toi et moi qui sont des chansons urbaines, des titres comme L'amour ne suffit pas en collaboration avec Almok aussi. Donc voilà, c'est un mélange des deux musiques. C'est ce qui représente un peu ce que je fais. C'est une musique à la fois jeune, mais en même temps une musique avec un grand message pour que voilà, toutes les générations puissent l'écouter. Donc voilà. La collaboration avec Carole sur le titre Bello. Alors comment est-ce que la collaboration est née? Est-ce que c'est Nicanor qui a sollicité Carole ou comment ça s'est passé? Bien sûr, c'est moi, je l'ai sollicité. Déjà, Carole, c'est une jeune chanteuse togolaise. Elle est jeune comme moi. Et j'avais déjà écouté sa musique auparavant, pendant mes séjours à Lomé et tout. Donc, Bello, c'était à la base une collaboration avec une autre chanteuse togolaise, mais après on n'est plus parti sur le titre. Donc quand on était en train de refaire la playlist de l'album, Bello ne s'est plus retrouvé sur l'album. Mais moi je trouvais la chanson tellement belle, je ne voulais pas qu'on laisse tomber cette chanson. Donc j'ai rappelé Carole, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as envie qu'on parte sur un projet? J'ai un projet là qui est en train de dormir, là, qui ne va pas se retrouver sur l'album si je ne trouve pas quelqu'un sur ça. Donc je lui ai envoyé le projet, elle a écouté et elle a aimé et puis voilà. Donc elle a posé sa partie là-bas. On est parti à Lomé avec Kasli, mon réalisateur ici, et puis on a tourné tout le clip là-bas. Donc c'est comme ça que Bello est né. D'accord. On va suivre un extrait de Bello et on revient sur ce plateau. Apparemment, Bello n'est pas encore prêt. Alors, Nicanor, est-ce que vous avez un bon retour de cette collaboration avec Carole? Bien sûr, ça fait partie de
nos plus gros succès jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bello, c'est une chanson qui parle d'amour, mais en même temps qui parle de beauté de la femme aussi. C'est une chanson très dansante et tout. On est parti sur un rythme, un mélange de la musique ndombolo avec un peu de la musique togolaise du Guetta et tout. Donc, c'est une chanson très club, une chanson qui danse beaucoup, qui fait danser beaucoup. Donc la chanson est sortie, on a fait le clip, un clip très coloré, on a voulu rester vraiment dans l'aspect jeune, donner de la couleur à la vidéo et tout, mais très dansant. Et aujourd'hui, c'est un clip qui cumule plus du million de vues sur YouTube aujourd'hui. On a eu de très grands chiffres sur toutes les plateformes de streaming aujourd'hui. Donc, c'est une chanson à succès. Et il n'y a pas de show de Nicanor aujourd'hui sans Bello. Donc, voilà. Alors, d'aucuns disent 10 ans de carrière musicale, 10 ans de plaisir pour vos fans avec un seul album. Est-ce que Nicanor n'est pas en retard sur ses performances? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, est-ce qu'on va parler de retard? Moi, je m'inscris beaucoup plus dans le sens de, genre, faut vraiment prendre son temps et préparer les choses avant de les sortir. Et je pense que pendant ces 10 années, on n'est pas resté sans sortir des titres. Donc, il n'y a pas de retard. On a sorti beaucoup de titres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a une trentaine de chansons disponibles. C'est vrai qu'il y a 17 qui se sont retrouvées sur l'album. Il y a beaucoup de chansons qui sont pas sur l'album Le Fils du Pays. Des chansons comme Vie ta vie, Jeune fort, M'envoie la première version, Annie, beaucoup de chansons, C'est quel amour, on a beaucoup de titres qui sont sortis. C'est parce qu'on s'est inscrit beaucoup plus dans le sens de sortie des titres, de faire des singles pendant toutes ces années-là. Donc on n'est pas resté sans travailler, donc je ne pense pas qu'on puisse parler de retard. D'accord. On va revenir maintenant sur cette tournée que vous avez démarrée depuis le 17 juillet. Bien sûr. Dans quel cadre donc cette tournée est-elle organisée? La tournée s'inscrit dans le cadre de la promotion déjà de l'album Le Fils du Pays. Donc on a commencé la première date à Natitengu, au stade municipal de Natitengu. On s'est dit qu'on allait rentrer à l'intérieur du pays, aller au contact de ce public-là qui nous réclame depuis des années. C'est vrai qu'on a fait des scènes déjà à l'intérieur du pays, mais on s'est dit avec ce nouvel album, il fallait partir et puis présenter le produit et puis prendre le pouls, prendre un peu l'avis de tout le monde, et voir comment est-ce que les gens accueillaient l'album. Donc on a commencé par le stade municipal de Natitengu. Ça a été un franc succès. Moi, ça a été une très belle expérience pour moi, faire un premier concert Nicanor dans un stade à Natitengu, ça a été vraiment un grand succès. C'est vraiment, on a rencontré des difficultés sur le terrain, mais en même temps ça a été une grande fête, un grand moment de partage avec les fans. Ensuite on est allé à Boikon, ça a été également un grand moment de partage avec les fans qui sont sortis, c'était vraiment très bien. Ensuite on est reparti à Parakou aussi, c'était vraiment aussi une très belle expérience, très 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 grand moment de musique, de joie, de partage et tout. Et on a fini l'intérieur du pays par Dogbo aussi, et puis c'était vraiment un grand succès avec Cécile sur scène aussi pour l'étape de Dogbo. Est-ce que vous avez l'impression que vos fans avaient soif de vous voir? Bien sûr, c'est ce qu'on a remarqué surtout pendant toute la tournée. On a remarqué que on est beaucoup plus concentré à Cotonou, et alors que le public qui consomme notre musique n'est pas seulement limité à Cotonou. On a un grand public dans tout le Bénin et voilà, et un peu partout en Afrique et dans le monde. Donc à chaque fois qu'on se retrouve dans ce lieu-là où on n'a pas l'habitude de se produire, c'est toujours un grand moment d'émotion, de partage. Donc voilà, c'est un peu ça. Et la dernière étape donc de cette, on va dire, la première phase de cette tournée, c'est à Cotonou et vous préparez un concert à cet effet. Alors, où en êtes-vous par rapport aux préparatifs? Le concert de Cotonou sera un grand moment de partage aussi en famille, cette fois-ci parce que c'est le 25 décembre. Pour parler des préparatifs, nous sommes quasiment une semaine jour pour jour du concert et je peux dire, par la grâce de Dieu, tout est fin prêt pour offrir un grand show, pour offrir un vrai spectacle à tous ceux qui vont se déplacer Canal Olympia ce 25 décembre. On a mis les petits plats dans les grands, comme on a l'habitude de le dire, et on a pris tout ce qui est dispositif parce que c'est un jour de fête, donc il y aura des enfants, il y aura des parents, il y aura des jeunes, donc on a pris tous les dispositifs pour que tout le monde se sente à l'aise, pour qu'on ait un vrai show. Alors, en attendant que la régie ne soit prête pour qu'on puisse voir à Bello, quels sont les différents artistes, en dehors de Nicanor, quels sont les artistes donc, qui seront sur scène avec vous? C'est la fête de tous les artistes béninois. Et on aura de très grands noms de la musique béninoise qui seront avec nous sur scène. Il y aura Blaze, il y aura Kemi, il y aura First King, il y aura Fatih, il y aura Cécile, il y aura d'autres artistes comme Fanny Sénan, il y aura Willy Mignon, il y aura... En tout cas, c'est ouvert à
tous les artistes qui veulent nous accompagner sur le concert. Franchement, c'est vrai qu'on a sorti une affiche avec un certain nombre d'artistes, mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont manifestés après derrière, qui seront avec nous. Donc ce sera une grande fête de la musique béninoise en fait. Ce sera pas seulement Nicanor sur scène, mais voilà, tous les artistes béninois que vous aimez, que vous adorez, ils seront là pour donner un vrai show. Et puis ceux qui soutiennent le fils du pays. Exactement. Alors, on va suivre Bello et on revient sur ce plateau. Super. T'as démarché une mélodie qui m'a tourné la tête. Ta beauté me donne l'insomnie. Tu vois, je ne dors plus. J'ai jamais vu de femme comme toi. D'où tu viens, où tu vas comme ça. Ton regard est comme une flèche qui a touché le diga au cœur. Je vais tout donner. Tout ce qu'il faut, je vais tout donner. Voilà, donc cette belle collaboration entre Nicanor et Carole. Alors, comparativement aux autres villes que vous avez parcourues, quelle est la particularité de Cotonou? Cotonou, c'est le centre même du showbiz béninois, faut le dire. La majorité des artistes, nous sommes concentrés ici à Cotonou, faut le dire. C'est vrai qu'il y a aussi de très grands noms à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la musique urbaine est beaucoup plus représentée ici à Cotonou et tout. La particularité, c'est qu'on a un public qui a déjà l'habitude de grands concerts, de grandes scènes. Et on a un public qui aime de belles choses. On a un public aussi qui a le sens du détail. Donc aujourd'hui à Cotonou, je pense que c'est le grand défi à relever aujourd'hui, c'est de rester dans cette ligne-là, offrir un spectacle à la hauteur de ce qui se fait déjà à Cotonou, offrir un spectacle vraiment bien organisé avec tout ce qu'il faut, tout le standing qu'il faut. Et puis voilà, un public qui sortira, un public qui a l'habitude de sortir, un public qui viendra passer un moment de joie, un moment de gaieté. Et voilà, donc c'est un peu ça. Décrivez-nous un peu l'ambiance, comment ça va se passer, Nicanor entouré de tous les artistes donc, que vous avez cités, comment ça va se faire, la chaleur qui va se... Ce sera un grand moment de musique, et puis un grand moment de spectacle, c'est très important. Il y a toujours une touche particulière quand je suis sur scène, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on essaie d'apporter, et c'est ce qui va se passer ce 25 décembre. C'est un répertoire très riche, c'est tout l'album déjà, toutes les chansons qui sont sur l'album et qui seront produites sur scène, mais en live cette fois-ci. On sera en live. Moi, je serai en live, en 100% live. Ce sera un spectacle agencé par les professionnels de la chose. Il y aura aussi un moment de partage, de communion avec tous les artistes qui seront sur la scène. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement Kemi seul sur scène, ce sera un mélange d'une collaboration de Nicanor et de Kemi sur scène, une collaboration de Nicanor et de First King sur scène, une collaboration de Nicanor et de Sessimé sur scène. Ce sera un grand moment, un grand spectacle qu'on a écrit et qu'on va offrir à tout le monde. Et les enfants auront leur espace, les jeunes aussi, ceux qui aiment la musique urbaine. Il y aura aussi le doyen, Papa Vincent Harry Renaud, qui sera avec nous sur scène pour redonner cette ambiance-là de polyrythmo pour toutes les grandes personnes qui aiment C'est Black Coco, qui aiment Veux-tu me laisser. Donc voilà, toutes ces chansons-là, ce sera un grand mélange. Donc voilà. D'accord. Alors comment participer à ce concert? Le concert, les places pour le concert, c'est 3 000 francs. 5 000 francs et 25 000 francs. 3 000 francs pour les places simples, 5 000 francs pour les places assises et 25 000 francs pour les VIP. Et voilà, pour toute personne qui voudrait prendre des stands sur le concert ou bien faire des réservations, il suffit juste de contacter le plus 229 55 05 05 05. Plus 229 55 05 05 05. Alors Nicanor a également collaboré avec, on va dire, la légende Sabora Danialou. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés? Beaucoup. Déjà, il faut dire que c'est une légende vivante de la musique béninoise qui m'a pris comme fils. Moi, j'ai eu de la chance de commencer déjà par le côtoyer avec... on travaille dans un même projet d'ambassadeur pour un réseau ici. Et beaucoup de conseils déjà. Même avant la collaboration, beaucoup de conseils par rapport à comment gérer sa carrière pour rester dans le temps, comment toucher la cible visée. Et voilà. Et moi, je suis allé vers lui en tant que fils, lui demandant est-ce qu'il peut me faire l'honneur de faire une chanson avec moi sur mon album. Et c'est un homme avec un grand cœur, il a accepté, on est rentré en studio, on a travaillé et Aïra est sorti avec toute sa touche. Aïra comporte toutes les touches de Papa Sabouran parce que c'est même lui qui a fait la percussion sur le morceau, c'est lui qui a proposé des partitions, plein de choses sur le morceau. Et aujourd'hui
on voit le résultat avec Aïra. D'accord, on va sur un extrait de Aïra si la régie est avec nous. Mais sur le lit de l'hôpital, ils l'ont perdu. Et son enfant s'est retrouvé orphelin, papa. Yeah. Le volant à l'argent, le travailleur n'a rien. Papa, l'innocent en prison, et l'assassin il fait la fête dehors. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Avec la légende Sabourin Danialo. Alors, après donc, ce morceau, est-ce que vous avez eu d'expérience? Est-ce que vous avez acquis donc, beaucoup de choses auprès de Sabourin Danialo? Bien sûr, comme je l'ai dit, je continue d'apprendre. C'est un long chemin, c'est un très, très long parcours. Et cette chanson est riche en conseils. C'est une chanson que je mets dès que je me lève le matin. Parce qu'à chaque fois que je l'écoute, je découvre encore un nouveau message. Parce que c'est profond, ça parle de comment vivre sa vie, comment se comporter en société et comment ne pas se perdre en chemin par rapport à tout ce qu'on s'est donné comme objectif dans la vie. Et voilà, on continue toujours d'apprendre. C'est une grosse source d'inspiration, que ce soit auprès de lui aujourd'hui, que ce soit dans ses œuvres. Aujourd'hui, il y a toujours un grand message. Et je pense que le public a adopté cette chanson aussi, avec tout le message qu'elle comporte. D'accord. Nicanor, est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos fans qui nous suivent en ce moment et qui sont sans doute impatients donc de passer le dimanche prochain pour... Déjà, je dis un grand merci. Un grand merci à tout le monde pour déjà l'accueil réservé à l'album, le premier album Le Fils du Pays. Et j'appelle tout le monde, sortez massivement ce 25 décembre, c'est un grand jour de fête, c'est le jour de la Noël, sortez en famille, sortez même avec toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, papa, maman, tout le monde, venez, c'est pas seulement un concert jeune, urbain, c'est un concert pour tout le monde, on fera tous les titres, on fera Nikoche, on fera Maougnon, jusqu'à Aïra, toutes les chansons que vous connaissez, toutes les chansons. Donc j'invite tout le monde, sortez massivement, on a pris tout ce qui est dispositif sécuritaire, tout ce qui est organisationnel, tout est pris pour que tout le monde puisse venir et rentrer sain et sauf par la grâce de Dieu. Et nous allons commencer très tôt, nous allons commencer à 18h parce que le lendemain c'est un lundi, donc c'est un jour ouvrable. Donc nous allons commencer à 18h et finir très tôt pour que les enfants aussi puissent rentrer et ne pas trop rester dans la nuit. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Un avant-goût avant dimanche. Ok, pourquoi pas, un avant-goût. On fait Aïra. Très bien. Le travail ne ment jamais, dit-on. Le premier de notre classe a échoué à l'examen. Et le dernier a réussi, les deux mains en l'air, papa. Je ne comprends pas pourquoi. La jeune dame du quartier cherche un enfant depuis des années. Elle est tombée enceinte, elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Mais sur le lit de l'hôpital, ils l'ont perdu. Et son enfant s'est retrouvé orphelin, papa. Yeah, le voleur à l'argent, le travailleur n'a rien. Papa, l'innocent en prison et l'assassin, il fait la fête dehors. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa, Sozonovi. Aïra, ouais. Rendez-vous le 25 décembre, Canal Olympia, ce sera magique, ce sera du feu. Le rendez-vous est pris sans faute le dimanche 25 décembre prochain à Canal Olympia, c'est ici à Cotonou pour vivre ce show qu'organise Nicanor. C'est sans doute son cadeau de Noël. Bien sûr. À ses fans. Et nous allons rentrer dans la nouvelle année avec cette belle ambiance et voilà, Dieu va se rappeler de notre nom. Et puis ce sera super, ce sera super. Ce sera une grande fête en famille. Merci beaucoup Nicanor. Merci beaucoup. Et très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 18 décembre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Boukoumbe. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Mon fils. Dans tes yeux. Femme de ma vie en regardant dans tes yeux. Et toute ma vie a changé depuis que j'ai croisé tes yeux. Toutes les paroles sont vaines, je l'ai compris avec tes yeux. Oh là, les femmes sont pas
dans tes yeux. Et peu importe les peines et les doutes, rien ne m'éloignera de tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. Y'a le bonheur dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, les moments de peine dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. L'amour dans tes yeux. Yeah, chérie. Si ton amour m'aveugle, je verrai avec tes yeux. Et quand je plaide coupable, les juges ce sont tes yeux. Je ne peux pas mentir, la lumière dans tes yeux m'illumine. Yeah. On peut tout me prendre, mais pas tes yeux. Tout l'or du monde ne veut pas tes yeux. Quand tu ne dis plus mot, c'est qu'il y a de l'âme dans tes yeux. Oh là. Pour voir la vie en rose, je regarde avec tes yeux. Yeah. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. Y'a le bonheur dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, les moments de peine dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. L'amour dans tes yeux. Yeah, chérie. Oui, mon nom non complet. Je vois de l'amour dans tes yeux. Vigilance, mon nom non complet. Si un jour tu pars, je le saurai dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, dans tes yeux. Y'a le bonheur dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie, les moments de peine dans tes yeux. Je peux tout lire, chérie.